Amis d'électronique, bonjour. J'ai fait différentes séries, playlists, Oscillo Story, Gene Story, Schema Story, Story de je sais pas qui, je sais pas quoi. Mais maintenant, des fois, je suis un petit peu emmerdé quand même. Parce que la vidéo que je vais faire aujourd'hui, elle serait vachement bien dans Oscillo Story, elle serait super dans Gene Story, et elle irait super bien aussi dans ma série d'explications des schémas. Et comme je les ai numérotés, c'est pas vraiment très simple, hein, et apparemment on peut pas faire des alias, enfin bon. Donc je suis un petit peu embêté, et comme il faut bien choisir quelque chose, je vais la mettre dans Oscillo Story. Le but de la vidéo de ce soir, donc, ça va être de montrer quelques techniques qu'on peut utiliser avec un oscilloscope, avec un générateur de fonctions, pour faire des mesures et regarder, vérifier le fonctionnement d'un montage dont je vais bien sûr aussi expliquer le schéma. Encore une fois, je vais utiliser là mon petit oscillo tablette là parce que ça va, je l'aime bien celui-là, il me plaît bien. Ce que je vous montre peut être fait avec la quasi-totalité des oscilloscopes numériques. Alors bien sûr, le nom des commandes, la façon d'y accéder peut éventuellement changer, mais ce que je vais vous montrer n'est en aucun cas, je vais dire, des trucs qui sont propres ici à un appareil donné. Alors, voilà, après cette entrée en matière, attaquons. Voici le schéma qui va nous servir de base à notre vidéo d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un amplificateur de valeur absolue. C'est donc un montage qui a la particularité de rendre, on va dire, en sortie une tension qui est toujours positive, même si à l'entrée, elle l'est pas. C'est-à-dire que quand la tension d'entrée est positive, on retrouve cette tension à la sortie. Quand la tension d'entrée est négative, le montage va l'inverser de façon à ce qu'elle soit toujours positive. Ça peut servir par exemple pour les petits modules voltmètre chinois qui souvent ne mesurent que des tensions positives. Si on met ça ici en entrée, ça veut dire que pour le coup, si on met moins 1 volt en sortie, il affichera toujours 1 volt. Alors là, ça dépasse le cadre de la vidéo, on pourrait faire une modif aussi pour que ça affiche le signe. Mais pour l'instant, voilà, on va se concentrer sur cette partie, on va dire, de valeur absolue. Il y a plein de façons de faire ça. On pourrait faire ça avec un bête pont de diode, quelque part. Le gros problème, c'est qu'en utilisant un pont de diode, les diodes étant pas linéaires, et en plus ayant un seuil, surtout pour des faibles tensions, d'abord ça marchera pas, on va dire, en dessous de 1,2 volts, quelque part, parce qu'il faudra passer le seuil des diodes, et en même temps, on aura quand même une erreur assez importante tant qu'on n'a pas une tension assez forte. Mais il y a des dispositifs électroniques qui permettent de compenser le seuil des diodes, qui permettent de faire ça pour des tensions beaucoup plus faibles. Le problème, c'est que souvent ces montages, ils utilisent justement, ils ont besoin d'une tension négative, et ce qui est assez lourdingue, parce que faut avoir une alim symétrique et tout. Ici, j'ai pris cette petite note d'application d'AmpliOp de Linear Technology, qui montre une façon de faire qui n'a pas besoin d'avoir cette tension négative. Alors regardons un petit peu comment ça fonctionne. Pour analyser un tel schéma, comme d'habitude, on peut déjà le regarder, voir si on reconnaît des patterns un petit peu connus. On en a une qui est très très connue, qui est un amplificateur monté en amplificateur, ça s'appelle suiveur, c'est-à-dire la tension de sortie suit la tension d'entrée. Mais l'avantage, c'est que comme l'entrée ici est à très très haute impédance, on va dire que c'est un adaptateur d'impédance quelque part. C'est-à-dire que même si ici on est sur une source qui a une très forte résistance interne, qui ne peut pas fournir beaucoup de courant, là on aura une sortie qui est beaucoup plus exploitable. Ici par contre on retrouve quelque part un amplificateur inverseur, mais avec en plus la particularité d'avoir cette diode. Alors pour voir comment ça fonctionne, c'est simple, on va regarder un petit peu ce qui se passe selon les tensions qu'on met à l'entrée. Donc comme on peut le voir, il n'y a pas d'alimentation négative. On voit qu'il est alimenté ici à la masse, que l'entrée plus là est à la masse, et que là il est alimenté par une unique tension positive. Imaginons que je mette ici plus 1 volt en entrée. Je rappelle qu'il rentre absolument aucun courant dans l'entrée, donc on va dire voilà, il y a une tension ici, là on a quelque part un pont diviseur, avec ici une tension qu'il va nous falloir déterminer. S'il y a plus 1 volt à l'entrée de cet amplificateur-là, lui, il voit plus sur son entrée inverseuse, donc il va mettre ici une tension négative. Et cette tension négative, en fait, elle va pas servir à grand-chose. Pourquoi ? Parce que justement, à cause de cette diode-là, on voit que elle va être négative et puis il n'y a rien qui va passer. En effet, si on regarde bien, ici on a 1 volt. Là, on a 2 résistances en série qui arrivent là. Donc ici, à la limite, on a aussi une tension, on va dire, positive quelque part. Tension positive qui peut pas
re-rentrait du fait de la présence de la diode et qui ne peut aller que dans cette entrée à très haute impédance. Donc quand on a 1 volt ici à l'entrée, ben c'est comme si cet ampli-là, il n'existait pas, et qu'on avait 2 résistances de 200K en série, avec une entrée qui, elle, déjà est à très très haute impédance, qui est plusieurs mégohms. Donc, je veux dire, plusieurs mégohms plus 400K, c'est comme s'il n'y avait rien. Et bah voilà, quand ici on a une tension positive, eh ben, on peut voir que tout ça, ça n'existe pas, et qu'on a 2 résistances en série qui arrivent ici, avec un ampli suiveur, et on retrouve bien 1 volt en sortie. Prenons maintenant le cas inverse. Mettons que j'ai moins 1 volt ici. La tension sur la borne inverseuse a tendance à devenir négative. Donc lui, il va compenser en amplifiant à fond cette différence en mettant ici une tension positive. Et là, pour le coup, elle va passer ici. Et ça va s'équilibrer quand? L'ampli, il arrêtera de mettre de la tension en sortie quand il aura la même tension sur ces 2 entrées. Or, ici, comme là c'est la masse, il s'arrêtera quand ici il aura la masse. Donc si ici on regarde bien, là j'ai moins 1 volt, lui il va s'arranger pour mettre ici une tension nécessaire et suffisante pour avoir 0 volt sur l'entrée. Or, moins 1 volt ici, là j'ai un pont diviseur de 2 résistances identiques, donc moins 1 volt ici, 1 volt là, et ça divise par 2, donc 1 volt moins 1 volt, ça fait 2 volts, on va dire divisé par 2, 0. Et on voit que ici j'aurai bien 1 volt aussi, dans ce cas-là. Et là, on a encore l'ampli suiveur, qui lui, il va toujours suivre 1 volt. Donc on voit finalement que quand la tension est négative, l'ampli pour le coup, lui, il rentre en action, et il passe en effet par cette diode, mais le seuil ici est compensé du fait que la contre-réaction est prise après. Voilà comment ça fonctionne. Il y a plusieurs choses à voir sur ce schéma. La première, c'est que ça peut pas marcher avec tous les amplis, ça. Ça pourrait pas marcher, par exemple, avec un 741. Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà montré dans d'autres vidéos, il y a, on va dire, la dynamique, ce qu'on appelle le rail, quelque part, d'entrée. Et là, on voit que dans mon exemple, là où j'avais moins 1 volt en entrée, pour que ça fonctionne, il faut que l'ampli continue à fonctionner. Ici, en gros, j'ai 0 ici à l'entrée. Ça veut dire qu'il faut que la dynamique d'entrée de cet ampli puisse aller quand il est alimenté avec une alimentation non symétrique, au moins de 0 à quelque chose. Et tous les amplis n'ont pas ça. Un 741, lui, n'autorise pas son entrée, que ce soit l'entrée moins ou une entrée en plus, d'être au même niveau finalement que l'alimentation négative. Donc pour ça, il faut prendre des amplis qui acceptent en entrée d'avoir des tensions qui vont jusqu'à VE. Et c'est le cas d'un ampli qui est très connu, le AM358. Et si on regarde le datasheet que j'ai extrait ici, on voit cette phrase que j'ai mis en vert. A common mode input voltage range extended to ground, ou VE. Voilà, ça veut dire qu'en gros, la dynamique d'entrée inclut ici la masse. Et on le retrouve dans le datasheet où on voit que la tension en mode commun acceptable quand il est alimenté en 30 volts va de 0 à 28 volts, ou 28,3. Ça veut dire que là, j'ai le droit de descendre jusqu'à 0, donc ça peut fonctionner. Par contre, j'aurais pas quand même le droit d'aller jusqu'à la lime là. Ensuite, il faut voir aussi que la diode qui est ici, pour qu'elle fonctionne, il faut quand même un minimum de courant, donc un minimum de tension ici, sans compter que il y a éventuellement des offsets, des choses comme ça, ce qui fait que ça va quand même limiter en bas. Alors là, c'est un ampli qui est plutôt bon, parce qu'il descend jusqu'à 4 mV. Là, comme on va le voir avec le 358, c'est un petit peu moins bon. J'ai quand même bien amélioré en mettant à la place de la N4148, là j'ai pris une diode Schottky, une BAT 85, et déjà là j'arrive quand même, excusez-moi, à 100 mV à peu près. Et maintenant on va passer à quelque chose de beaucoup plus pratique en faisant des mesures sur ce dispositif pour justement voir s'il fonctionne bien et ses limites. J'ai fait ce montage comme ça sur une petite breadboard et je vais utiliser mon générateur ici BF pour envoyer des signaux pour qu'on puisse vérifier et on va regarder tout ça toujours là sur mon petit TO1104 petit tablette qui va nous permettre de regarder un petit peu ce qui se passe avec ce montage. Alors qu'est-ce que j'ai branché dessus? La voie jaune, ça va être la tension d'entrée. Pour l'instant, il n'y a rien dans l'entrée. La voie bleue, ça va être la tension de sortie du montage. Et pour être à l'aise au niveau de la synchronisation, j'ai utilisé l'entrée 3 ici comme synchronisation externe, de façon à ne pas être embêté
avec de façon justement à pas avoir à m'occuper de la synchro. Hein. Je vous ramène à cette vidéo si il y a besoin. Alors voilà, ici qu'est-ce que je fais? Ben, je mets un signal d'1 volt à l'entrée et je vois un signal ici d'1 volt à la sortie. Alors bien sûr, comme les deux signaux sont absolument identiques, ben, on n'en voit qu'un, mais on peut voir que si je coupe ici le signal jaune, le signal bleu de sortie est bien égal en fait au signal d'entrée. Voilà, là on voit si je coupe la sortie, j'ai exactement ça. Et c'est assez logique, vu que j'ai un signal qui varie entre 0 et 1 volt, la sortie varie entre 0 et 1 volt. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre petit à petit de façon à rendre mon signal symétrique. Voilà, c'est-à-dire que j'avais mis un offset sur l'entrée, et maintenant mon signal, il fait toujours 1 volt crête, mais il va de moins 500 mV à plus 500 mV. Et ici, on voit bien que le montage fonctionne parfaitement, dans la mesure où quand l'entrée est positive, le signal suit bien l'entrée positive, et quand l'entrée devient négative, comme on le voit bien, hop, il inverse bien, et j'ai bien ici le signal remis positif. Ça prouve que le système fonctionne parfaitement. Alors il marche bien sûr avec des signaux carrés, il marche avec des signaux sinus, il marche en fait quelle que soit la forme. Ici on va voir qu'un des intérêts de prendre un signal triangulaire, c'est que ça va nous permettre de vérifier la linéarité par exemple, et voir la fidélité en fait du système. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Là, on va utiliser une possibilité qu'ont les oscilloscopes, de pouvoir mémoriser une trace, on va dire un petit peu modèle, pour pouvoir après la comparer. Pour voir ça, je vais faire quoi? Je vais dire, quand mon signal est complètement positif, je vais prendre une sorte de photo de la sortie, et après, je vais le mettre positif, et on va comparer les deux pour voir si, je veux dire, ils se matchent bien. Alors pour faire ça, selon les oscilloscopes, une des solutions va consister en fait à enregistrer une trace dans ce qu'on appelle une référence. On va dire, voilà, à un moment donné, je vais prendre une sorte de photo de la trace. Donc là, la trace qui m'intéresse, c'est la sortie, donc c'est H2. Et dans quoi je veux la sauvegarder? Dans la référence, ici, 1. Et bien, la trace blanche, c'est la référence. Ce qui fait que, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je baisse et j'inverse complètement mon signal, je vais pouvoir comparer la sortie avec la référence. Mais là, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème, et c'est quoi mon petit problème? Mon petit problème, c'est que comme on peut le voir, à cause de la différence de phase, mon signal, il est inversé. Ce qui fait que pour le comparer avec celui-là, je peux comparer visuellement, mais c'est pas très facile. Mais là, je vais utiliser une autre astuce et une autre possibilité des générateurs de fonctions, qui, quand ils ont deux voies, permettent souvent de changer la phase entre les deux voies. Et là, je vais jouer avec ça. C'est-à-dire que là, pour me faire ma synchronisation externe, je n'ai pas utilisé la sortie synchro, j'ai utilisé la voie 2, mais avec, je veux dire, un signal d'exactement même fréquence. Mais ici, si je joue sur la phase, voilà, on voit que je peux très facilement jouer sur la phase de façon à les superposer. Et voilà. Et maintenant, en faisant cette superposition, ça me permet de regarder est-ce qu'il y a une différence. Imaginons par exemple qu'il y aurait une distorsion. Là, je le fais exprès parce que j'ai changé la forme du signal. Voilà, en superposant les deux, on verrait très bien la différence. Voilà, ici, on peut regarder que le système a une bonne fidélité. Hein, une fois qu'il inverse, quand il inverse, je veux dire, il est bien fidèle à l'entrée. Une mesure qui est souvent riche d'enchaînement, ça va être d'utiliser la voie mathématique et de faire la différence qu'il y a entre l'entrée et la sortie. Alors ici, comme le système inverse, je vais faire l'addition des deux. Donc j'ai le résultat, là, sur la voie mathématique. Et on voit que si mon signal est complètement positif et que le signal de sortie donc, est à son image complètement négative, la somme des deux est nulle. Même si je baisse la résolution, on voit que j'ai pas d'erreur là. Alors après, j'ai du bruit. Hein, d'ailleurs, c'est vrai que j'aurais aussi pu... d'ailleurs, il y a toujours temps de le faire. Là, comme je travaille à très basse fréquence, encore une fois, le fait de limiter la bande passante des entrées, voilà, ça diminue toujours un petit peu le niveau de bruit. Mais voilà, je veux dire, à part ce truc du bruit, pourquoi? Parce que, voilà, mon truc, il est pas très clean, j'ai pas de mythe découplage... c'est branché un peu à la vache t'en fous. Et on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur au niveau du 0 ici, il n'y a pas d'erreur
je vais dire, du signal. Hein, c'est que du bruit, même avec la sensibilité maximum de la voix mat. On va pouvoir maintenant mesurer la sensibilité. Alors là, on va revenir à 0 et on va baisser l'amplitude du signal d'entrée et regarder comment il se comporte. Donc là, par exemple, voilà, je divisé par 10, 100 millivolts. Donc là, à la limite, regarder l'entrée ici, ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, au niveau de la sortie, il va bien sûr falloir mettre plus de sensibilité. Voilà. Donc là, ici, j'ai des parasites. Hein. Encore une fois, hein, j'ai pas utilisé du câble blindé partout, j'ai pas des bons découplages. Mais c'est pas tellement ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir s'il fonctionne, le système est bon. Et là, quand même, on peut voir quelque chose. Hein, c'est que si on met ici, voilà, des curseurs, on peut voir qu'à 100 millivolts, eh ben, j'ai quand même une petite différence entre les crêtes. C'est-à-dire qu'il y a une alternance est un petit peu plus haute que l'autre. Phénomène qui va encore s'empirer quand je vais baisser, voilà, de sensibilité. Donc là, ça veut dire que finalement, il me fait une erreur hein, à très bas niveau. Hein, là, quand je suis à 40 millivolts d'entrée, eh ben, j'ai une erreur ici qui apparaît hein, pour les raisons que j'ai déjà données précédemment. Mais encore une fois, on peut voir qu'à partir, on va dire, à peu près de 100 millivolts, bah, il y a toujours une erreur, mais elle commence à être vraiment très faible. Et si je continue à augmenter, elle va très vite, je vais dire, disparaître. Voilà, par exemple, là, on va dire à 200 millivolts, bon, on voit que c'est fini. J'ai quasiment plus d'erreur. Et ça, déjà, je l'ai bien amélioré, parce que mon premier essai, c'était avec une AN4148, et ça marchait pas si bien. Maintenant, je suis quand même beaucoup moins bon que ce qu'annonçait la note d'application de Linear Technology, vu qu'ils annonçaient 4 millivolts, mais ils avaient un amplificateur opérationnel bien meilleur. Le LM358, c'est pas une bête de course, hein. C'est un amplificateur qui a pas mal d'âge, et je veux dire, enfin, pour un truc de cette qualité-là, c'est pas si mal. J'ai pris cet ampli-là, parce que justement, c'est un ampli très courant si vous voulez faire la manip, mais je pense en effet qu'avec au moins le modèle qui donne, et des modèles beaucoup plus récents qui sont réellement ray to ray et tout, on pourrait avoir quelque chose de bien meilleur. Voilà, maintenant on va revenir ici à 1 volt et on va faire une dernière mesure qui va être la mesure de la bande passante et regarder un petit peu comment ça se comporte ici. Donc là on va retirer les curseurs, comment ça se comporte au niveau réponse en fréquence. Pour info, mon signal là il est à 100 Hz. Et à 100 Hz on voit que le signal il est très propre. Hein, c'est là que c'est intéressant justement de prendre un signal triangulaire. Là je suis à 200 Hz, a priori ça le fait toujours. 300 Hz, 400 Hz. Alors 400 Hz, là, déjà, on commence à voir une petite saloperie là qui apparaît. 500 Hz, et on voit que ce petit défaut à cet endroit-là là, augmente de plus en plus. Hein, si on met ici la voie 1, on voit parfaitement que ce défaut apparaît quand il passe ici en négatif. Là, on voit qu'en positif, ça le fait bien, et que là, ce défaut apparaît. Et on va pouvoir mesurer que ce défaut s'amplifie très très largement avec l'augmentation de la fréquence. Voilà, là je suis à 3 kHz et ça, voilà, ça pose vraiment un problème. On voit qu'on peut aussi facilement mesurer le fait que, si on voulait avoir un signal propre et sans distorsion, voilà, en gros, faut pas dépasser 1 kHz à peu près. Et on voit aussi apparaître ici une différence d'amplitude qui va être de pire en pire. Voilà, là, par exemple, je suis à même, on va dire, 10 kHz, et là, voilà, on voit, ça devient n'importe quoi. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, le LM358, il n'a pas un produit gain-bande de la mort. Alors, en même temps, tel qu'il fait le montage, là, il n'y a rien qui est fait pour compenser les capas parasites et tout ça, ce qui explique cette bande passante très limitée. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, hein, qui j'espère voilà, vous aura montré quelques idées et aussi l'utilité qu'on peut avoir de tous ces appareils, parce que c'est une question qui revient souvent. On dit c'est bien beau d'avoir un générateur, c'est bien beau d'avoir un oscilloscope, mais à quoi ça sert? Encore une fois, je me suis attaché à vous montrer un exemple pratique. Bon, on n'a pas tout mesuré, c'est vrai qu'on n'a pas regardé jusqu'où pouvait monter le montage, mais on comprend au vu du schéma que c'est intimement lié à la tension d'alimentation de l'amplificateur opérationnel, et diminuer bien sûr de ces tensions de déchets éventuellement en sortie et en entrée. Donc si on prend un modèle par exemple rail to rail, ça sera pas loin de la tension d'alimentation. Et tiens Maurice, ça faisait longtemps, alors qu'est-ce qui se passe?
Tu te sens fier, pourquoi? Parce que Pincette a crié, oh là là, qu'elle est grosse. Mhm. Enfin, fais attention, hein, très souvent, quand ils disent ça, c'est parce qu'ils ont vu une araignée. Bon, allez, là-dessus, encore une vidéo un peu longue. Enfin, après tout, faut prendre le temps de faire les choses. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Que Diodos, Seigneur des redresseurs, vous remette tout bien d'aplomb et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.